Bonjour Jacques. Bonjour. Eh bien, on va te poser quelques questions. L'une de nos premières questions, ça serait, on vit dans un climat qui est assez anxiogène au niveau de notre société après tous ces attentats. Est-ce que tu aurais des choses à nous dire sur cette peur sociale de l'autre, du terrorisme, et comment la société gère ça collectivement? Il y a beaucoup de choses à dire sur la peur à l'heure actuelle et comprendre comment ça fonctionne au niveau social et comment les médias interviennent dans ce système de peur. La peur, il faut bien comprendre que c'est une émotion de base qui sert à la survie de l'individu et du groupe. Et toutes ces émotions de base ont été créées chez nous, elles viennent de l'animal, mais elles étaient déjà là il y a plus de 100 000 ans, 200 000 ans. Et imaginons que nous soyons des hommes des cavernes. On est dans le danger permanent, tout peut arriver, un animal sauvage peut survenir, un peu plus tard, je dirais, dans l'Antiquité, d'autres tribus peuvent nous attaquer. Donc, il est important d'avoir des informations sur le danger. Et ces informations, on reçoit des informations sur le danger, on reçoit aussi des informations sur des choses agréables. Mais il est clair que le danger est plus important que la chose agréable, parce que si on ne réagit pas au danger, alors on risque de mourir. Donc, si on a une information qui dit « attention, risque et danger », celle-là va avoir un impact sur nous extrêmement puissant. Alors que si on nous dit ben tiens là il y a quelque chose d'agréable, il fait beau, là, à l'époque c'était il y a un champ avec des fruits, on peut aller faire un peu de cueillette, très bien, on y va, mais c'est moins important que de dire attention, là tu as un animal sauvage qui risque de nous sauter dessus demain. Donc ça, c'est la structure de base de notre psyché est faite sur la valorisation de la peur. La valorisation du danger. Et le danger se vit à l'intérieur comme une peur. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a du danger, ça déclenche de la peur, et j'ai donc une réaction normalement adaptée à ce danger. Mais ça, c'est vrai pour les hommes des cavernes, et c'est vrai pendant une grosse partie de l'histoire de l'humanité, parce qu'on fonctionne encore comme ça, c'est-à-dire que le danger est réel. Et chaque fois qu'on a une information de danger, on peut se préparer, on va créer quelque chose dans notre corps, on va se préparer à l'attaque ou à la défense, ce qu'on appelle le stress, hein, c'est tout le système orthosympathique du corps qui se met en place, notre système cardiaque se prépare à tout, on est prêt à agir, on a plein d'énergie, il y a de l'adrénaline dans le corps, ok, le danger est là, on agit. Et c'est vrai parce qu'il y avait ce danger était réel. Le phénomène maintenant est très différent, puisque les informations qu'on obtient par les médias se passent à des centaines de kilomètres de là où on est. Sauf que notre système psychique, notre système cognitif est encore celui de l'homme des cavernes. Donc quand on reçoit l'information du média, c'est comme si c'était à côté de nous. Donc par exemple, si un enfant a été enlevé quelque part, en France, mais même si c'est à l'autre bout de la France, toutes les mères de France vont avoir peur pour leur enfant et vont leur interdire de sortir dans les quelques jours qui viennent. Elles réagissent de manière complètement inconsciente à un danger qui n'existe pas, parce qu'il n'y a aucun danger en réalité. C'est pas parce que ça fait beaucoup de bruit que c'est du danger. Exactement, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de bruit. Voilà, il y a des bruits forts, voilà, qu'on va interpréter comme du danger. La deuxième chose, c'est que notre système cognitif ne sait pas gérer les probabilités. Il marche en tout ou rien. Il y a du danger, il n'y a pas de danger. Donc, même si c'est, par exemple, si vous avez 10% de danger, 1% de danger, 0,1% de danger, 1 10 millionième de danger, pour la plupart des gens, c'est exactement la même chose. Oui, ils vont répondre. On leur dit, mais vous avez une chance sur 1 million qu'il se passe telle chose. Bah ouais, mais ça peut m'arriver. Donc il faut que je me prépare. Sans voir que le type de danger sur lequel ils se préparent est beaucoup moins important
que ce qu'ils vivent en permanence. Par exemple, les plus grands dangers, par exemple pour les enfants, c'est ce qui se passe dans une maison. C'est le danger, c'est qu'ils tombent d'une table, c'est qu'ils se brûlent. Ça, c'est effectivement des probabilités importantes, et on peut le voir, et les statistiques le montrent, il y a une probabilité importante de trouver du danger chez soi. Mais quand l'enfant marche, l'enfant qui est en CM1 par exemple, va à l'école tout seul, dans un petit village où il n'y a pas de voiture, les voitures ça peut être dangereux, hein, c'est autre chose, mais pas de voiture, il n'y a aucun danger. Le nombre de personnes, de mères de famille, parfois de pères de famille que j'ai vus, qui avaient peur pour leur enfant en se disant « mais s'il lui arrive quelque chose ». En gros, si quelqu'un va arriver et va l'enlever. Et ça, c'est une peur qui est très ancienne, mais qui est archaïque et qui n'est absolument pas rationnelle. Mais dès que les médias en parlent, ça se redéclenche et ça devient « ça fige ». Lorsqu'il y a une série d'attentats, c'est le même fonctionnement qui arrive. Votre attentat, si effectivement vous êtes juste à côté, c'est important de réagir. Lorsqu'un individu fonce dans la foule aux attentats de Nice cet été en 2016, eh bien évidemment, les personnes qui sont là ont réagi et elles ont couru. Elles ne savaient même pas ce qui se passait. Il y avait les personnes qui étaient dedans, j'avais un ami là, qui était dans la foule, et qui était loin, qui était sur la plage, très très loin de l'endroit où c'est passé. Et il a vu des gens qui couraient, il a commencé à se demander mais pourquoi, et on lui a raconté mais n'importe quoi. Des choses, c'est tout juste si on n'avait pas dit qu'il y avait un dragon, quoi. C'est-à-dire que ce qui était dit n'avait aucune réalité par rapport à ce qui se passait. Hein, il y avait des gens qui tiraient, il y avait des bombes, non, c'était pas ça qui se passait. Donc l'information a été augmentée, a été transformée, la peur se communique de l'un à l'autre et on réagit exactement comme dans une tribu. On voit, les premiers disent « attention, on nous attaque », ils courent, et nous on ne sait pas pourquoi, mais on court avec. Parce que, faut bien voir que ce comportement avait du sens dans l'ancien temps. C'était important de courir, parce que là ça voulait dire qu'il y avait peut-être une horde de barbares qui te fonçaient dessus, tu avais intérêt à partir très vite, sans te poser de questions, sans savoir exactement ce qui se passe, on court. Et on réagit, on continue à réagir de la même manière. Alors que les gens qui soient sur place réagissent ainsi, bon, à la limite, c'est ok. Mais ceux qui sont à l'autre bout de la France réagissent de la même manière. Ah, j'ai peur, à tout endroit il peut m'arriver quelque chose, je peux me faire agresser, je peux faire attentat. Je peux avoir un attentat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas intégré ce mécanisme, le fait que, bah oui, ça peut arriver. Alors qu'on a intégré la voiture. La voiture, ça fait des milliers de morts par an. Je crois entre 6 7 000, enfin ça dépend des années, autour de 6 000 morts par an. On prend tous notre voiture. On fait gaffe. Et encore, les limitations de vitesse nous embêtent, les gendarmes, on les voit comme des méchants, etc. Je ne suis pas un pour l'hypersécurité, c'est simplement dire on n'a pas peur en voiture. Personne n'a peur. Enfin, il y a quelques personnes qui ont peur, mais globalement, les automobilistes n'ont pas peur de prendre leur voiture pour traverser la France. Mais ils devraient réagir comme l'attentat de Nice. Ils devraient se dire, mais c'est très dangereux, vous ne vous rendez pas compte. Non, parce que ce n'est pas un danger archaïque. Il n'y a pas quelqu'un qui vienne vous agresser. La voiture, il n'y avait pas de voiture à l'époque des cavernes, donc c'est pas dangereux. On ne le vit pas comme dangereux. C'est fascinant. On ne voit pas le vrai danger. On réagit à des faux dangers parce que ces dangers sont plus exactement correspondent à des peurs archaïques, donc on réagit. Et les vrais dangers, on ne les voit pas. Parce que notre système n'est pas capable de l'appréhender. Moi, je fais de la moto. Je peux vous dire, quand on est en moto, on n'a pas peur. On a au contraire une sensation de puissance. Ouah, sauf que n'importe qui fait de la moto, qui voit des choses, sait que le moindre obstacle, bam, vous êtes mort. Il n'y a pas plus dangereux. Il y a plein de morts. C'est plus de morts en proportion quand on pense le nombre de motocyclistes par rapport aux voitures, et donc par rapport aux gens qui marchent à pied, gens qui prennent le train, ou ceux qui prennent l'avion. L'avion, c'est pas dangereux. Il y a plein de peurs par rapport à l'avion. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la capacité
intérieur de gérer la troisième dimension. Donc tout ce qui vole, on croit que c'est du vide et on tombe. C'est parce qu'on n'a pas le plancher des vaches sous nous. Mais c'est une peur archaïque. Parce qu'effectivement, dans le temps, on ne savait pas voler. Alors qu'il n'y a rien de plus solide qu'un avion en vol. Tant qu'il est en vol, tant qu'il vole à une certaine vitesse, il n'y a rien qui peut arriver. Les ennuis, c'est juste atterrissage, décollage. Le problème de l'avion, c'est le sol, c'est la terre. Bon, ça fait con de dire jusque-là ça va, jusque-là ça va, jusque-là ça va, jusque-là ça va. D'accord. Mais en fait, le vrai problème de l'avion, c'est l'atterrissage et le décollage. Parce que là, on en a des phases difficiles au niveau de l'aérodynamique. Quand on est en vol, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ce qui est perçu. Vous voyez, cette différence. Et puis arrivent dedans les médias. Et les médias vont vont faire une amplification. Comment fonctionnent les médias? Les médias, si on voit une société comme une sorte d'organisme, les médias sont le système sensoriel et nerveux qui va amener les informations au centre et à toutes les autres cellules, à l'organisme. Donc en fait, qu'est-ce que font les médias? Ils amènent des informations. A priori, n'importe quoi comme information. Pour un média, n'importe quoi est juste et bon. Sauf que ces médias sont dans un système social et ils vont renforcer les informations que les lecteurs ou spectateurs ou auditeurs vont plus écouter. Qu'est-ce qui intéresse les lecteurs, spectateurs, auditeurs? Avant tout, c'est tout ce qui est dangereux, ce qu'on vient de dire. Donc, tout ce qui est dangereux est survalorisé par rapport au reste par les médias. Donc, dès qu'il y a une information, un événement, qu'il se passe quelque chose, on ne parle que de ça. Ça arrive chez les personnes. Donc tout ça, c'est amplifié par le système des médias. C'est-à-dire que si vous regardez la télé, si vous regardez les journaux, si vous écoutez la radio, on ne parle que de ça pendant un certain temps. Donc la personne va être complètement inondée, saturée de ces informations-là, qui sont que des informations de peur, de danger. Comment elle réagit avec son cerveau archaïque, comme tout le monde? Eh bien, automatiquement, elle va créer du stress et de la peur. Et elle va se préparer à l'attaque et à la défense, alors que ça se passe à des centaines de kilomètres et qu'elle n'a rien à faire. Et qu'elle même ne peut rien y faire. Donc, elle se met dans cet état-là. Comme elle se met dans cet état-là, elle se sent mal, et elle va, toute sa vie autour va commencer à être glauque, difficile, parce qu'elle est dans cet état de toutes ces hormones qui sont là pour réagir au danger, qui en fait restent dans le corps et vont faire du mal au corps d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le mauvais stress. Ça vient s'impacter. Et les gens sont mal, ils ont peur de tout, ils osent plus sortir, ils se disent est-ce qu'on va aller à la fête là, mais il y a du monde, s'il y a un attentat, et puis là on n'ose plus, et puis sans se rendre compte que la probabilité est infime. Même quand il y a 2-3 attentats en France, c'est bien moins que de prendre la bagnole. Il faut toujours relier ça à la peur par rapport à la voiture. La voiture, c'est terrible comme risque, comme danger, et c'est absolument pas vu. Donc, vous avez moins de risques de recevoir un attentat si vous allez à une grande fête, mais beaucoup, beaucoup moins. Ça n'a rien à voir. C'est du millionième, c'est du milliardième de risque en moins que d'aller simplement chez votre ami qui est à 15 km en voiture de chez vous. Ce que vous faites naturellement sans vous poser la moindre question. Donc, c'est ça le phénomène. Donc les gens sont saturés, ça les met dans un état de panique. Le problème, c'est que dans cet état de panique, les réactions ne sont plus intelligentes. Donc ce que je vous dis, on a peur un peu de tout, et on commence à avoir des comportements d'enfermement. Et la peur, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée l'ostracisme, elle crée l'exclusion de l'autre, elle crée des comportements de défense. Donc, par exemple, si l'attentat est commis par un maghrébin ou par un mec qui vient de l'islam, automatiquement, l'islam devient dangereuse. C'est tout l'islam qui devient dangereux. Quel que soit le fonctionnement de l'islam, qui peut avoir aussi ses critiques et tout ça, c'est pas ça que je dis. C'est qu'on survalorise, on met encore plus de poids dans c'est les méchants musulmans qui nous attaquent.
Et ce qui se passe, c'est que dès qu'on voit un musulman dans la rue, il devient dangereux. Et même, on crée une distance, on crée de la peur. Qu'est-ce qui se passe chez les musulmans? Vous voyez le système. Donc, on a reçu ça, et personne ne fait. Qu'est-ce qui se passe chez les personnes dont on a peur? Quand on a peur, on a un comportement d'exclusion et de retrait, de rejet. Les personnes autour le sentent. Ils se sentent rejetés, exclus. Qu'est-ce qui se passe dans l'islam? Enfin, dans les musulmans de France, par exemple, ils vont se sentir rejetés. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont pas vouloir s'intégrer puisqu'ils sont rejetés par les bons Français qui les rejettent. Donc ils se mettent à l'écart, et il y a un petit noyau dur qui dit « Ouais, on est rejetés, etc. On doit lutter, et c'est doit être l'islam qui doit prendre le pouvoir partout en France. » Et donc ça crée encore plus de conditions pour qu'il y ait des terroristes islamistes en France. Vous voyez, tout le système, c'est simple. Et dès qu'il y a un attentat islamiste, même si c'est Daesh ou un autre, etc., ça renforce encore le système qui fait l'exclusion, qui fait l'exclusion, qui fait l'exclusion. Donc les médias, à l'intérieur de ça, ont un rôle, mais pas un rôle parce que directement, ils créent les conditions de cette exclusion. Et en plus, il y a des tas de médias qui sont au contraire très ouverts. Hein, ils cherchent plutôt l'intégration. Mais comme ils amplifient naturellement, parce que c'est leur boulot de médias, d'amplifier tous les événements et d'amplifier ce qui intéresse les gens, c'est-à-dire en gros les dangers et le football. Quand tu as fait ça, tu as fait déjà, et puis quelques affaires judiciaires, parce que là on peut se dire, ah, t'as vu ça, quand même, c'est grave, ah, oui, ah oui, ah oui, et puis alors, celle-là, elle a fait ça avec son enfant et tout, ah, tu te rends pas compte, c'est quand même dur ce qui se passe et tout. Donc ça fait parler le café du commerce. Donc quand on a fait ces trois trucs, c'est-à-dire le danger, les faits divers et le sport, je dis le football, mais le sport, on a à peu près l'élément essentiel, le cœur des médias. Et tout ça, c'est archaïque. C'est que des représentations, que des informations qui n'ont pratiquement aucun intérêt pour un individu un peu conscient et avancé. Le premier, c'est que des peurs. Il faut juste avoir l'info une fois, ça suffit. Bon, ok, il y a eu un attentat, très bien. Je sais, j'ai l'info. Mais comme je ne peux pas réagir, je ne crée aucune peur par rapport à ça. Les faits divers, à moins qu'on soit comme moi intéressé pour les intégrer dans la spirale et des évolutions, en gros les penseurs qui vont comprendre ce qui se passe dans la société, la plupart des faits divers ne servent à rien, si ce n'est à nous renforcer dans nos propres croyances que quand même on a bien raison de croire ce qu'on croit et de penser ce qu'on pense. Ça c'est important. Et le sport qui est le divertissement par excellence, c'est-à-dire ce qui ne sert à rien. Hein, il y a des personnes, qui avaient Serge Halimi, qui avaient montré le fait que dans les médias, une grosse partie des médias ne sert à rien. Donc tout ça est survalorisé, et tout ce qui serait important, c'est-à-dire de voir l'évolution du monde à chaque instant, qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde, et non pas les événements dits importants qui en sont juste des événements de danger, mais tout ce qui devient important pour le monde, par exemple, vous savez, c'est cette phrase, on entend l'arbre qui tombe, mais on ne voit pas la forêt qui pousse. Donc ça veut dire qu'on survalorise un arbre qui tombe, ah ouais putain, il y a un arbre qui est tombé. Mais ce qui pousse, on ne le voit pas. Ça ne rentre pas dans le système des médias. Il faut de temps en temps un ou deux films, genre Demain, pour commencer à parler de quelque chose qui se passe, d'une évolution, de voir ce qui se passe réellement. Et de la même manière qu'on survalorise les événements, on ne voit pas ce qui se passe au niveau, par exemple, des SDF, des laissés pour compte, la misère, des petites gens. Parfois, il y a une émission dessus, mais globalement, tout ça est très peu vu, alors qu'on survalorise 2-3 faits divers qui, en fait, ne sont pas importants pour notre évolution personnelle ni sociale. Donc voilà pourquoi les médias portent en eux quelque chose de négatif pour nous, et les gens conscients, ils se dégagent des médias. Ils regardent de loin. Une fois de temps en temps, juste pour être au courant, on va dire,
Mais la plupart des personnes maintenant qui commencent à être dans le chemin psychospirituel écoutent très peu, regardent pas la télévision, écoutent un peu de temps en temps la radio, de temps en temps ils lisent le journal, mais pas trop, pour pas être bouffé en permanence par ce système qui est un poison. C'est un poison psychique de recevoir en permanence toutes ces informations négatives, parce que ça crée des peurs inutiles et même pernicieuses et négatives et toxiques pour la société et l'évolution de la société. Quel conseil, explication ou exercice tu aurais pour quelqu'un qui serait dans cette peur-là? Première chose, fermez les médias. Pof! Vous faites une semaine sans écouter la radio ni la télé, comme vous le font certaines fois quand on va en vacances. Les gens en vacances, tiens, ils sont « Ah, j'ai rien vu, c'était bon, on n'a pas écouté. » Bah, faites comme pareil chez vous, n'allumez pas la télé. Donc, premier truc, vous arrêtez la télé. Mais c'est un truc énorme. Moi, je suis un ancien télégobeur. Je me souviens à une époque, ça m'est arrivé, j'avais 28-30 ans, je vivais seul, je rentrais du boulot, il était vers les 6 heures, et je me retrouvais à 1h du matin, j'allumais la télé, à 1h du matin, j'étais encore devant la télé. Et je bouffais rapidement et je regardais des séries américaines, des médias, des machins, des événements, n'importe quoi. Je bouffais, j'étais un télégobeur, j'étais complètement addict. J'ai eu la chance à un moment donné, quand j'ai déménagé, là j'étais en famille, que l'antenne marchait mal. J'ai tout fait pour ne pas la réparer. Parce que je savais que c'est une drogue. Hein. Les médias, c'est une drogue, comme le tabac, comme d'autres drogues, comme l'alcool. Voilà, c'est des drogues. Donc c'est une difficulté de s'en sortir, quoi. Et elle marchait mal, donc j'ai rien fait pour la réparer. Je me souviens, on a vu, quand même ça on a regardé, on avait mis la télé pour la Coupe du Monde de 98, française, on a vu la finale sous la neige. Tellement, l'image était tellement mauvaise qu'il y avait des points blancs. Donc c'était pas sous la neige, hein, c'était très chaud à l'époque. Mais grâce à ça, et puis ensuite on a mis la télé à la cave. Tout simplement, ça s'est arrêté. Puis les enfants, moi j'étais dégagé, les enfants ont regardé, et on a eu les premiers systèmes où on pouvait regarder la télé en différé. C'est-à-dire vous enregistrez et vous ne regardez pas sur le moment. Ça c'est très important. Donc les enfants peuvent voir 2-3 dessins animés ou émissions qu'ils aiment, mais sans être scotchés à la télé. C'est-à-dire on regarde l'émission, on s'arrête, c'est fini. Et on a juste enregistré l'émission. On n'est pas pris dans la publicité après qui continue avec une autre émission, qui continue, qui va créer le côté toxique. Donc, élément numéro 1, la télé. Quand on est un adulte, on n'a plus besoin de la télé. Ch'tron. Fini. La deuxième chose, c'est l'aspect pratique individuel, c'est respirer. Aller marcher. C'est étonnant comme les pratiques les plus simples sont les plus importantes. Elles ne demandent rien. Trois respirations à faire 10 fois par jour. Vous voyez, le docteur Jacques vous dit, c'est la meilleure chose à faire. Respirer. Aller dans la nature, tant que c'est possible. Si on est en ville, aller dans les parcs. Respirer dans les parcs. Marcher dans la nature. C'est ça dont on a absolument besoin. Parce que tout simplement, nous sommes des êtres qui avons tiré notre énergie, notre essence dans la nature. Nous sommes des animaux encore. Même si on est très évolués, sociaux, mais retrouver la nature. Là, par exemple, il y a de la nature autour de moi, il y a de la nature. Ça ressource, ça calme. La respiration, c'est fondamental. C'est la seule fonction, la respiration, la seule fonction interne à chacun qui est à la fois automatique et contrôlable. Il n'y a pas d'autre. Le cœur, c'est pas évident. Il y a des grands yogis qui y arrivent, mais normalement, c'est pas possible.
tout ce qui est automatique, on ne le contrôle pas, la digestion, le machin, ça se fait. Et puis les muscles, au contraire, on les contrôle, dans une grande mesure. La respiration, dès qu'on n'y pense plus, c'est automatique. Et on peut y penser et le contrôler, et le maîtriser, en tout cas amener à une autre forme de respiration. Donc la respiration lente, la respiration est directement reliée à notre système physiologique, et quand on respire lentement, on active le système parasympathique, qui est le système de la détente. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est que ça va bouffer toutes les hormones du stress, au moment où on respire doucement. Ça va calmer tout le corps, donc le taux de stress, le taux d'adrénaline va descendre. Et si vous continuez, non pas 3 respirations, mais que vous en faites allez, une quinzaine, vous pouvez aller jusqu'à 21, comme ça vous pouvez vous donner des challenges, j'augmente chaque jour un peu plus. Non seulement ça calme, ça calme, ça calme, ça nettoie le corps, on rentre dans d'autres états intérieurs, on va vers la paix intérieure, vers la sérénité, les pensées se calment, la folie intérieure se calme. Ensuite, on prend conscience de l'endroit où on est, de ce qui se passe en nous. Par exemple, là, je suis assis, de la chaise sur laquelle je suis assis. On n'a pas besoin de s'asseoir sur un coussin hein, pour faire ça. Ce n'est pas de la méditation. Je médite. C'est juste, je me pose, je calme, je prends conscience. Je regarde autour de moi. Je respire doucement. Je vais fermer un peu les yeux. Au bout d'un moment, même des endorphines vont venir et vous aurez un sentiment de paix, de sérénité, voire de félicité. Et l'antidote de la peur, c'est le calme et la sérénité, c'est la paix. Elle peut être produite à tout moment. Juste respiration et conscience de ce qui se passe là maintenant. Et ne pas s'attacher, ne pas s'identifier à ses pensées. Les laisser partir, c'est juste des pensées. Du machin qui tourne tout seul. Quand on arrête, on revient à soi, calme,